J'ai jamais fait de documentaire. C'est quelque chose qui m'intéresse par contre. J'aimerais bien en faire. Je pense que je vais m'y mettre à un moment donné. Mais c'est vrai que j'avais pas fait de documentaire. J'ai plutôt fait que de la fiction, du court-métrage, de la mise en scène au théâtre, avec une formation d'acteur. Et sur ce sujet-là, j'étais en train de tourner mon dernier justement court-métrage en Guyane française, là où j'ai rencontré Stani, donc qui joue le rôle de Raymond Mauffray. Et un soir, le père de Stani m'a offert ce journal de bord, Aventure en Guyane de Raymond Mauffray. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce journal que j'ai lu dans la nuit. Et le lendemain, j'ai décidé de partir sur le fleuve avec Stani et Rudy Arbon, mon chef opérateur. Et puis j'ai découvert toutes les populations du fleuve, bushiningué, amérindiennes, créoles, métropolitaines, chinoises, brésiliennes. Et là, je me suis dit qu'en 24 heures, j'ai eu 2 gros coups de cœur et je me suis dit qu'il y a un grand film à faire avec ce décor, avec ces peuples et avec cette histoire de Mauffray. Est-ce que le choix de la forme, c'est-à-dire un petit peu proche du documentaire et un peu proche de Werner Herzog, même pas mal, ça s'est fait tout de suite? Vous avez dit non, je veux pas des grosses lumières, on aurait pu jouer... On avait une chose importante, c'est qu'on avait peu de moyens. Quand on a peu de moyens, il faut avoir des idées. Donc, c'est les moyens qui ont fait la forme du film. Oui, ça c'est sûr que c'est les moyens. Après, je voulais une petite équipe parce que je connaissais bien la forêt amazonienne primaire et je savais que pour être mobile, il fallait pas être trop nombreux. Et puis j'avais cette idée en moi, c'était de partir justement d'une mise en scène plutôt classique entre guillemets, avec des mouvements de caméra, des roulings, des travelling, assez loin des personnages principaux, parce que je savais qu'au bout du film, au niveau du crescendo dramatique, j'allais me rapprocher de mon personnage principal, quitte à finir vraiment dans son cou, dans sa nuque, avec une caméra portée avec lui, harnachée à lui, qui me permettait d'être vraiment dans sa souffrance et que le spectateur à un moment donné puisse s'identifier à lui. Donc c'était vraiment voulu, ça, au niveau de la mise en scène. Après, c'est vrai qu'on n'a pas eu des moyens nécessaires pour avoir des idées un peu rocambolesques, il fallait trouver des astuces tout le temps, quoi. Mais en même temps, c'est ce qui fait les meilleurs films. Je sais pas, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, c'est ce qui fait des films qui vont à l'essentiel. Et je voulais parler de ce rêve fracassé, je voulais mettre en lumière ce destin de ce jeune journaliste et de ce côté jusqu'au boutiste, de ce côté avec cette dimension humaine, ce parcours initiatique, cette quête existentielle. Voilà, donc on était dans quelque chose de partir du général pour aller au particulier, et c'est pas un héros. On part sur un jeune homme qui n'est pas connu du grand public, et justement à un moment donné c'est de pouvoir que son exemple, son histoire puisse donner envie à des jeunes ou moins jeunes de tenter son rêve, de toucher du doigt son rêve, de toucher du doigt la vie pure. Je trouve qu'aujourd'hui l'important c'est de ne pas avoir de regrets, et j'aime pas du tout le mot échec ou le mot réussite. Je trouve que c'est des mots très subjectifs. Et je trouve que de tenter quelque chose, c'est déjà de réussir un petit peu. Et en même temps, ça montre combien il faut pas amateuriste, mais combien il faut préparer ces voyages. Complètement. Et il l'avait bien préparé, mais il l'avait bien préparé avec Sciences et Voyages qui devait justement lui fournir des finances, avec des amis avec qui il devait partir. Finalement, il part seul, sans argent. Et comme il est sous la pulsion de cette après-guerre où il veut donner un sens à sa vie, et qu'il est empreint de cette histoire que son père lui a raconté gamin, ces fameux Montumukuma habités par des Indiens au Yarikule, et ben en 49, il se dit moi voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, la guerre vient de se terminer, j'ai été résistant, j'ai été décoré de la Croix de guerre, il faut que je trouve quelque chose d'aussi fort dans cette dimension-là. Et il se dit je vais être un explorateur et je vais découvrir une région du monde méconnue, non cartographiée. Et c'est pour ça qu'il décide de partir seul, ce qui est inconcevable. En même temps, on est dans la grande à l'époque des derniers explorateurs, quoi. C'est Paul-Émile Victor, Cousteau, oui, bien sûr. C'est Tazieff, ouais, bien sûr. Bombard avec son canoë. Alors on est encore dans ces possibilités-là. Complètement. En Amazonie, on parle de lui comme du dernier explorateur du XXe siècle. Les Bushiningués, pour eux, Mauffray reste vraiment un esprit de la forêt. C'est un grand fromager qui les protège. Pour les Amérindiens Wayana, il est encore vivant, il a épousé une Amérindienne, il a 9 enfants, il vit dans un village reculé. Voilà. Donc il y a encore une légende et vraiment un mythe qui continue avec Mauffray sur toute l'Amazonie, surtout le Venezuela, le Brésil, le Suriname, la Guyane française. Cette histoire est vraiment très connue là-bas, beaucoup plus qu'en métropole. Et c'est ce qui fait qu'on en parle encore. Surtout que la fin, on n'est pas sûr qu'il
qu'il est fini dans le fleuve, il y en a qui disent qu'il a été tué par les Indiens. Fléché, oui. Fléché, d'autres qui disent qu'il est parti vivre avec eux. Enfin, il y a, là aussi, il y a une espèce de flou qui est laissé, ce qui fait que le père, d'ailleurs, peut se lancer sur la quête presque 2 ans plus tard. Exactement, c'est le mystère, c'est ce fameux mystère presque mystique, mythique qui reste. Le père part aussi par rapport à la culpabilité de sa femme, qui lui dit de lui ramener son fils parce que c'est de sa faute. S'il est parti, c'est lui qui lui a inoculé ce virus de l'exploration. Moi, je pense que le père Maufray avait déjà ça en lui. Il n'a pas voulu partir parce qu'il avait une femme, parce qu'il avait un enfant, donc il était responsable. Mais par procuration, quelques années après, il devient lui-même explorateur. Quand on part 12 ans à la recherche et qu'on traverse toute la forêt amazonienne, et encore plus à la recherche de son fils, il est devenu explorateur par obligation. Et voilà, il rentrait même plus chez lui, il se ravitaillait au Brésil et il continuait à chercher son fils. 12 ans après, évidemment que c'était impossible de le retrouver. Et donc c'est sa propre quête qui mène. Complètement, complètement. C'est pour ça que son histoire à lui est aussi extraordinaire. Et c'est cette filiation qui m'a touché aussi dans cette histoire, cette histoire de famille, de filiation père-fils, qui en raconte beaucoup sur l'amour filial et sur... lui aussi, il a repoussé ses limites. Lui aussi, il a dépassé ses limites. Lui aussi, il a voilà. Et moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup, c'est ça. C'est l'humain, l'homme ou la femme qui peut dépasser ses limites. On utilise très peu de notre potentiel, on le sait tous. Et dans ces moments-là, on se rend compte qu'on est capable de choses incroyables. Tous les deux l'ont prouvé. Mais pourquoi ne pas avoir pris les 2 parcours? Le père vous l'emmenez jusqu'au moment de la quête de la recherche, ou alors c'est parce que vous voulez faire un volume 2 Possiblement. Et alors que vous auriez pu jouer sur les 2 parcours. Tout à fait. Les 2 sont bons, moi, les 2 m'intéressent. Moi aussi, les 2 m'intéressent autant. La seule différence, c'est que je trouve qu'il y a un déclencheur, c'est le fils. Celui qui a osé, qui a pris le risque, c'est le fils. C'est pour ça qu'à un moment donné, je l'ai favorisé. Et après, j'ai monté en parallèle l'histoire du père. Mais comme vous le savez, je le dis souvent, l'histoire du père, dans la véracité des faits, il ne part qu'1 an et demi après à la recherche de son fils. Moi, j'ai voulu faire en sorte qu'on puisse croire qu'il puisse le retrouver. Je crois que ça marche à un moment donné dans le film, c'est qu'on se dit, il se pose en hélicoptère, il a vu un blanc en forêt, il va le trouver, c'est son fils, c'est sûr. Alors que tout le monde sait que c'est impossible parce qu'on connaît l'histoire, on connaît la fin, et c'est impossible. Mais les 2 histoires sont belles, les 2 histoires sont très belles. C'est 2 grands personnages. Et Aurélien Recoing qui joue le rôle du père et qui est fantastique aussi, tous les jours me dit Jérémy, quand est-ce qu'on fait La Vie Pure 2 Mais Et justement, tous ces comédiens, comment vous avez, et y compris d'ailleurs l'équipe technique, comment vous avez réussi avec des grands noms et pas des moindres, comment vous avez réussi à les convaincre sur un tel projet? Partir en Amazonie dans des conditions difficiles, c'est comme si on allait en Antarctique. En Sahara, c'est les conditions les pires, la pluie, l'humidité, tout à fait. Des caméras spéciales. J'ai choisi des aventuriers déjà. Quand j'appelle Daniel Duval et que je lui dis Daniel, il y a un film qui va se faire en Amazonie primaire, Daniel il lit le scénario, il me rappelle le lendemain, il me dit si tu fais ton film, je suis avec toi. Et il m'a donné sa parole immédiatement. Aurélien Recoing, c'est pareil. Alex Descas, c'est pareil. Stani, j'en parle pas parce qu'on a développé le projet ensemble. Elie Medeiros, c'est pareil. Barbara Cabrita, c'est pareil. C'est des gens qui sont des aventuriers. Ils ont ça dans le sang aussi. Je savais à qui je m'adressais. Après, voilà, je voulais faire en sorte qu'on soit quand même... Il n'y avait pas de confort du tout, mais dans un confort de sécurité. Ça, c'était important pour moi. Donc, c'était pas très difficile de les convaincre. C'était plus difficile de monter le film, mais de convaincre ces gens-là, ces acteurs-là qui sont des grands acteurs et des personnes humaines très, très riches et très généreuses. C'était pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'était après de tourner le film. Ouais. Et convaincre les producteurs? Ah bah ça n'a pas existé, puisque j'ai monté ma société de production pour le faire. Oui, c'est plus simple. On a l'impression qu'il a bénéficié de petites chances. Vous avez été voir un chaman. Alors, pour que vous allez nous raconter, est-ce qu'en même temps, il n'a pas influé pour qu'il y ait une espèce de chance sur le film? J'espère, j'y crois moi à ça. Je suis sûr qu'on avait une bonne étoile. J'en suis certain. J'en suis certain parce que quand j'y repense aujourd'hui, je ne sais pas si je referais la même chose et si j'emmènerais autant de monde derrière moi, sachant les risques que c'est. En prenant un peu de recul, je me dis que quand même on est passé entre les gouttes. Il y aurait pu être des choses très graves qui auraient pu arriver. Heureusement, rien n'est arrivé sur le tournage. Mais oui, ce chaman, c'était plus de la méthode Coué presque. C'était de se dire qu'on avait tout mis, toutes les chances de notre côté, on ne pouvait pas faire mieux, voilà. Et qu'à ce moment-là, quand on se rattache et qu'on est en forêt, le soir, le moindre détail positif nous donne de la force pour faire la journée du lendemain, quoi. Donc quand on sait qu'on va avoir sous vide un pantalon de jogging avec un t-shirt sec et qu'on a passé toute la journée dans l'eau et qu'on est trempé et qu'on sait qu'on va juste enfiler le soir des affaires non humides.
mais c'est comme si vous mangiez du caviar tous les soirs. C'était Byzance, c'était incroyable. Et ben ça, moi, ça, c'était dans la journée, c'est ce qui me faisait tenir. Et je sais que ça faisait tenir toute l'équipe, de savoir que le soir, on allait être sec. Alors, dites-moi l'anecdote de ce chaman. Alors, l'anecdote de ce chaman, on est avec Stani. Il s'appelle Midaï déjà. Midaï, qui est le nom du personnage qui a rencontré Maufray. On va le voir à ce moment-là parce qu'on pense que c'est lui qui a vraiment. Non, parce qu'on pense vraiment que c'est lui qui a rencontré Maufray. Et on le fait parler. Bon, évidemment, ça se passe dans une salle du village qui n'est pas chez lui parce qu'il pense qu'on est suivi par des esprits et qu'on amène tous nos mauvais esprits d'Europe. Et il a sûrement pas tort parce qu'il y en a sûrement plein derrière nous. Quelquefois, on se sent un peu plus lourd chaque jour, donc on a besoin de lester un peu les choses, enfin de délester plutôt des choses. Et du coup, voilà, il nous met du rhum, il fait quelques incantations. Et il nous fait parler, voilà, il nous demande il nous protège, Estanie et moi, et il me demande ce qui est important, et je lui ai demandé de protéger l'équipe technique, parce que mon plus grand souhait en numéro 1, c'était de ramener tout le monde en bonne santé, sain et sauf. En numéro 2, de ramener le film, mais d'abord de ramener les gens. Et voilà, il nous a donné confiance en ça, et il nous a dit qu'il n'y aurait pas de problème, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de problème, personne n'a été malade, tout le monde a eu à un moment donné, voilà, des problèmes, à un moment donné ça arrive toujours, mais on n'a pas eu de problème grave, et ça c'était important. Le chien on l'a pas ramené parce qu'il vivait sur le camp, c'était le chien de Juliette Daniel, de la patronne du camp, de la propriétaire du camp. Donc Chabine en fait, qui était donc une femelle, a été mordue par un serpent durant le tournage à mes pieds. Elle a fait par un grage-carreau qui est un serpent mortel d'Amazonie, tout petit serpent noir et orange. Et en fait, elle a fait un arrêt cardiaque, ce qui arrive à tout le monde quand on se fait mordre par un grage-carreau. Et le médecin qui était avec nous à H24 l'a ranimé, lui a fait un massage cardiaque, a appelé un vétérinaire à Cayenne qui lui a dit ce qu'il fallait lui donner comme médicament, qui par chance, il avait ses médicaments avec lui. Elle a passé la nuit, elle s'est vidée de toutes ces saloperies, des vers macaques et compagnie. Il y avait du sang partout dans le carbet et le lendemain, on l'a envoyée à Cayenne. Elle a été soignée par le vétérinaire. Et elle est revenue 2 jours après, elle s'est mise sous la caméra, on ne l'avait pas amputée, sa patte avait dégonflé, sa nécrose avait disparu, et elle a repris le tournage par chance. Voilà. La mauvaise histoire de la chose, c'est que quand il y a un mois, on est allé donc il y a 3 semaines présenter le film en Guyane, à Maripasoula. Et Juliette nous a appris que Chabine s'était fait mordre par un serpent, et que cette fois elle en était morte. Et elle m'a dit, mais Jérémy, toute sa vie, elle jouait avec les serpents. Tout le temps. On a juste perdu un peu de lumière, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Et en fait, à force de jouer avec les serpents, elle en avait pas peur. Au lieu que ça lui serve de leçon, elle jouait toujours, elle est née là-bas, elle est née en Amazonie, elle a toujours joué avec les serpents. C'est pour ça que je pense qu'elle n'est pas morte tout de suite, parce qu'elle avait dû se faire mordre toute petite déjà, et qu'elle avait développé une certaine immunité. Et là, dernièrement, le serpent devait être costaud, et elle y est passée parce qu'elle n'a pas été sauvée à temps, quoi. Voilà. C'est que son temps était venu, quoi. Voilà, faut voir les choses comme ça, mais c'est vrai que ça nous a fait beaucoup de peine parce qu'on s'était vraiment attaché à cette chienne, vraiment. À ce moment-là, manger son chien alors que c'est son meilleur ami, il l'appelle Maufray, c'est comme son frère. Quand on est au bout du bout, moi, si je me mets à sa place, je peux comprendre qu'à un moment donné, dans un excès de folie, ils se disent j'ai plus que ça à manger, donc je le mange. Voilà, on peut très bien comprendre ces personnes dans la Cordillère des Andes qui ont mangé des cadavres, passent pour survivre, voilà. Et c'est ça aussi toucher les limites de l'homme. Et on ne soupçonne pas les ressources et on ne soupçonne pas ce qu'on est capable de faire. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce côté accident de la chose où on est surpris même par nos comportements, par le comportement des autres, et c'est ce que j'appelle des accidents, des choses qui ne sont pas prévues, quoi. D'autant qu'il est prévenu par par tonton, par tout le monde, par les bouchilingués. Par les bouchilingués qui lui disent non, ne le fais pas, n'y va pas, parce qu'on ne va jamais seul en forêt. Non, on ne va jamais seul en forêt, ça c'est sûr, et puis surtout, même les Indiens sont souvent 2, c'est très rare qu'ils soient seuls. Et voilà, il est parti parce qu'il n'a pas justement eu les subventions, enfin les sponsors qu'il devait avoir, ses copains qui à un moment donné ont dit on n'y va pas. Son père lui a dit mais pars plus tard, reporte ton expédition, attends d'avoir des financements. Et Edgar lui dit au début du film, et non, c'est une tête brûlée, il veut y aller, il a cette pulsion de gamin de 20 ans et il pense qu'il va y arriver. Le pire, c'est qu'il y arrive presque. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'il n'en était pas loin. Ah, il n'était pas loin du tout. Il était pratiquement arrivé et il écrit chaque jour dans ce carnet.
il laisse un témoignage qui est très riche par rapport à l'homme, justement, par rapport à ce qu'il a pu vivre et ce qu'il est capable de faire. C'est sans être préparé, sans être né en forêt amazonienne primaire. Voilà, moi, c'est aussi un film sur le rêve. Oui, ce que j'allais dire, c'est la force du rêve qui le tient. C'est la force du rêve qui le tient, c'est la force, c'est ce fil sur le carnet, et en même temps, c'est cet espoir, même si ça reste un rêve fracassé, comme je le dis, ça reste un rêve. Et de tenter de toucher du doigt son rêve, c'est déjà réussir un petit peu. Moi, c'est un thème et un sujet qui me plaît beaucoup. Pour mon rapport avec Werner Herzog, est-ce qu'avec Stanley, c'est comme avec Klaus Kinski? Vous avez failli vous entretuer? Jamais. Soit avec vous savez que... Je sais. Mais je sais que surtout les Indiens venaient voir Werner Herzog en lui disant tu veux pas qu'on le tue? Tu veux pas qu'on le tue? Parce qu'il était complètement fou, Kinski. Donc non, avec Stanley, c'est le contraire. On avait une grande confiance l'un dans l'autre. On a vraiment écrit ensemble, on a porté le projet ensemble. Donc c'était l'opposé de la relation Kinski-Herzog, vraiment. Je serai là dans 6 mois. Des visons, tu créeras la fièvre. Grain que vous aviez rajouté sur la pellicule pour lui donner un petit peu plus ce côté... Oui, un peu plus texturé. C'est vrai que l'image vidéo, l'image numérique, elle pète un peu plus. Aujourd'hui, on peut à l'étalonnage, avec l'étalonneur, avec Jean-Michel Petit, on a fait un travail justement image par image, on a rajouté du grain pour rajouter de la texture, rajouter un peu plus de poids à l'image, et aussi par rapport à l'époque, il ne fallait pas que ce soit trop moderne au niveau de l'image. Voilà, et que ça pète pas trop, donc on a fait un gros travail en post-production avec Jean-Michel. En même temps, le lieu... le même d'une époque à l'autre, on va dire. Le short est le même, la pirogue est la même, le fleuve est le même et la forêt est la même. Donc ça, c'est en ça que ce film, pour moi, n'est pas à la mode et ne sera pas démodé. Non. Et ça, je suis assez content de ça, parce que c'est pas évident aujourd'hui de ne pas être démodé la semaine d'après, le jour d'après sa sortie, l'heure d'après sa sortie. Donc voilà, il a été fait dans cet esprit-là aussi. Il y a quand même un travail de reconstitution. On dit toujours que c'est pas facile à faire. Et que ça demande même plus de moyens. C'est pas facile parce que l'époque, c'est vrai que ça coûte plus cher de travailler sur des sujets d'époque, mais... Les sacs à dos de l'époque. Oui, voilà. Là, on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, combien on a facilité. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on avait une équipe d'écho avec Pierre-François Limboche formidable. Rudy Arbon à l'image a fait un travail aussi formidable avec Jean-Christophe Beauvalet. Donc non, c'était pas évident, mais en même temps, le fait d'être en forêt, ça limitait aussi les décors, ça limitait les costumes, c'était quelque chose de plus simple à réaliser. Voilà. Alors même, c'est à la fois jusqu'au bout du rêve, mais c'est aussi un travail d'initiation, sauf que lui conduit non pas à la vie et à mener sa vie après, oui. Il conduit à la mort, mais ça, il ne le sait pas. Non. C'est tout un parcours qui va aussi il va se révéler à lui-même. C'est en ça que c'est un parcours initiatique. C'est vraiment quelque chose où il va aussi toucher du doigt. Il part à la recherche de lui-même. Il veut toucher du doigt aussi la vie pure, mais aussi ce qu'il est vraiment, se connaître. Alors le sacrifice est grand, c'est sûr, mais il a tenté son aventure. Il l'a tenté, il a presque réussi en plus. Et j'aime cette idée, moi, de ne pas avoir de regret, de tenter, de se retourner à un moment donné, de se dire voilà, je l'ai fait, je l'ai tenté, et réussi ou pas, peu importe. Forcément, quand on fait un film, on adapte avec sa sensibilité. Maintenant, j'ai pas pu tout mettre parce qu'il y a énormément de choses dans le roman et dans le journal de bord. Après, on a fait des choix avec Stanley à l'écriture. On a fait des choix qui rassemblaient, par exemple, le personnage de Tonton que joue Daniel Duval. Et c'est le résumé de 2 ou 3 personnages différents. Parce qu'il y a beaucoup de personnages qui lui disent « N'y va pas, c'est l'enfer, tu verras... » Tout va pourrir en toi, tes chaussures, ta peau, tes orteils, tout va pourrir. Ça, on l'entend plusieurs fois. On ne pouvait pas le mettre tout le temps. Donc du coup, le personnage de Daniel Duval, le tonton, voilà, rassemble un peu tout ça. Et on a inventé. Voilà, ça, on l'a inventé. Les gendarmes aussi, c'est un alors oui. intéressant. Alors le gendarme bourreau, par contre, lui, il a vraiment existé. Et il l'a vraiment rencontré. Il l'a vraiment hébergé, comme on le voit dans le film. Donc lui, il a vraiment existé, oui, le gendarme bourreau. Parce qu'en même temps, il ne le dissuade pas. Alors qu'il sait quand même ce que c'est que... Il sait, mais en même temps... Il doit en récupérer des types comme ça, complètement. Vivants ou pas du tout. Mais il le trouve sympathique, il le trouve un peu fou, mais dans le bon sens du terme, avec cette folie douce. Et il l'accueille pour qu'il reprenne des forces. Si là, vous ne savez pas où dormir, je vais vous inviter à dormir, vous voulez vraiment y aller, je vais vous présenter le capitaine du village, Aloïke. Il le met en connexion avec tout le monde. Donc, il fait... Non, et ça part toujours de quelqu'un de généreux qui a envie de lui rendre service. Après, il n'imagine pas qu'il va finir tout seul. Ça, c'est sûr. Alors, ça peut être aussi un chemin de croix. Oui. Qui finit d'ailleurs par une
communication. Ça, c'est vous qui l'avez rajouté quand il part dans le Oui, enfin, il est écrit qu'il allait se laisser dériver. Moi, je tenais énormément à cette image de fin christique, voilà, parce que je voulais vraiment que la forêt et la nature reprennent ses droits et bien montrer par ce plan qu'on est, en tant qu'homme ou femme, ridicule dans cet environnement et qu'on est ridicule sur Terre, même tout simplement, quoi. On se donne beaucoup d'importance pour pas grand-chose. Et la forêt, c'était une bonne référence et un bon contraste à mettre en place. Voilà, c'est aussi l'immensité de la nature par rapport à nous et que Dame Nature reprenait ses droits et que lui, par contre, il avait ce côté christique et cette élévation de l'esprit aussi, c'était important pour moi, de montrer qu'on n'est pas qu'un corps et qu'on est aussi un esprit et qu'il n'y a pas que le charnel et qu'après il se passe autre chose. On y croit, on n'y croit pas, mais il y a cette élévation qui pour moi était importante. À la fin, d'ailleurs, c'est très joli au traitement, cette image, même avant qu'il aille dans le fleuve avec son petit kangourou. Ouais, d'époque. Tout à fait, tout à fait. Facile à voir. Et cette espèce de danse où on se dit qu'il est en train de monter au Golgotha. Complètement. Après, une fois qu'on a vu la dernière image. Complètement, c'est une danse vraiment mystique, presque de danseur. C'est presque un danseur décharné, mais c'est une fièvre dansée, quoi. Voilà. Moi, le corps est très important pour moi parce que le corps raconte des choses sans besoin, on n'a pas besoin de mots avec le corps. Et le corps, le physique, toujours très important pour moi dans tout ce que je filme. Donc c'était un moment important. Pour vous donner l'histoire de cette séquence, elle n'était pas écrite dans le scénario. Cette séquence, elle n'a jamais été écrite. Et Stani était en train de s'échauffer. Toute l'équipe faisait autre chose, préparait la séquence d'après. Et quand je l'ai vu faire, j'ai vu un animal. Et j'ai dit à Rudy, j'ai fait un coup d'œil à Rudy, je lui ai dit tourne. Il m'a regardé, il a compris tout de suite, il a appuyé sur on, il a mis la caméra et au bout de 30 secondes, l'équipe s'est rendu compte qu'on tournait, personne ne se rendait compte. L'ingénieur du son, Lionel, il m'a regardé comme ça, je lui ai dit t'inquiète pas, ce sera de la musique, je sais comment ça va être monté. Il m'a regardé comme ça et tout le monde petit à petit s'est rendu compte qu'on était en train de tourner. Stani ne se rendait pas compte qu'il était filmé. Et à un moment donné, il a commencé à s'en rendre compte. Mais tout le début, il ne s'est pas rendu compte. Et c'est en ça que cette séquence était magique. Elle est magique. Voilà, ça c'est un moment magique d'un tournage de film. Elle ramène le côté chamanique complètement. À l'initiation par le peyote, par cette femme, l'Obia, l'initiation à l'Obia, tout à fait, par Andelma, exactement. J'irai au Tomokumak et je partirai pas sans l'avoir fait. Car tu l'as laissé partir. C'est à toi de le ramener. C'est dit que vous allez le transformer en jaguar. Vous savez, il y a toujours c'est l'animal qu'on choisit parce que c'est le plus noble. Tout à fait. Ça peut être n'importe un singe, ça peut être n'importe un caïman. Son animal totem, quoi. Tout à fait. Pourquoi pas l'avoir fait? Parce que pour moi, quand il rampe, il devient un rampant. Quand on le voit ramper dans le film et qu'il voit les guêpes, les mouches-feu, c'est déjà un rampant, ça peut être un serpent. À un autre moment, quand il est à quatre pattes, ça peut être un agouti, un maï pourri. Quand il se met à regarder les abeilles, ça peut être un oiseau, un oro, un rat ou un hoko. Il y a plein de moments. Pour moi, je voulais qu'il touche un peu tout. Je voulais pas que ce soit forcément un totem. Voilà, qu'il soit toute la forêt et qu'il redevienne animal. Qu'on comprenne qu'à un moment donné, il redevient animal et qu'il se comporte comme un animal, comme différents animaux, mais il se comporte de la même manière. Quand il flotte à la fin, ça peut être un poisson. C'est quelque chose tout à coup de... Il s'habitue à son environnement. L'humain est obligé de faire corps avec l'environnement dans lequel il est. Voilà. Et ça vaut quand on est à Paris avec des feux rouges, des passages floutés, ou dans une grande ville, ou un métro, ou des bus, ou des motos. C'est pareil. On mettrait un Amérindien dans Paris, il s'en sortirait pas mieux que nous en forêt amazonienne. Voilà. C'est aussi dangereux, je pense d'ailleurs, pour lui. Ouais. C'est la boucle aussi qui est bouclée. C'est la boucle qui est bouclée. Pour moi, c'est le plan le plus important du film qu'on a refait le plus de fois, le plan final sur l'eau. Mais oui, c'est boucler la boucle et c'est laisser ouvert aussi les choses. C'est laisser cette histoire ouverte, quoi. Et quand j'ai bouclé la boucle, ça retourne à la nature. Ah, complètement. Pardon, oui, tout à fait. Il retourne à la nature et on reprend de... On reprend à zéro. Complètement. Complètement. Qui rouvre la route. Complètement. Ah, ouais. Qui rouvre la route pour d'autres. Complètement. Ça, c'était pensé du goût. Ça, c'était pensé, totalement. Quand je le vois, quand je le fais sabrer, lui, dans le sol, et que son père sabre après, en parallèle, juste le plan d'après, c'est pour bien montrer qu'il est en train de prendre le relais. Et qu'on est en train de passer le témoin qui est ce sabre, d'ailleurs. Voilà. C'est que lui va devenir explorateur, il est en forme, il arrive, et son fils est en fin de vie, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour bien montrer
ce témoin. On est vraiment en train de se passer le témoin qu'est ce sabre. Ouais. En plus, ce qui est intéressant, c'est que la forêt, vous la montrez souvent étouffante. Il n'y a que quand on est sur le fleuve, et encore, pas toujours, parce que parfois on la voit aussi étouffante, où on la voit en large, et uniquement sur la fin quand on le recherche. Complètement. Où on la voit dans sa globalité. Complètement. Sinon, elle est toujours très serrée. Très serrée parce que c'est le sentiment qu'on a quand on est en forêt. À un moment donné, ça devient très anxiogène, très oppressant, très étouffant. Et c'est ce sentiment qu'on a. Donc je voulais vraiment montrer ça, comme je voulais montrer qu'on voit très peu d'animaux en forêt. Ça aussi, c'est très vrai. On pense, quand on n'y a pas mis les pieds, on pense qu'on va voir des animaux tous les centimètres, chaque mètre, on va en découvrir un. C'est faux. Eux nous voient, mais nous, on ne les voit pas. Donc voilà, c'était aussi d'être vrai par rapport à cet environnement. Ne pas raconter autre chose ou ne pas embellir les choses, ni non plus tomber dans le cliché de l'enfer vert. Voilà. Je voulais juste être juste par rapport à ce qui pouvait se passer en forêt. Et moi, c'est ce que j'aime bien, c'est le côté réaliste, que je vous disais, un peu documentaire, qu'on retrouve d'ailleurs, on pense à lire. Bah, il y a cette même folie. Complètement. Lui, il ne cherche pas l'Eldorado, ouais. L'Eldorado, c'est une montagne. Complètement. Et c'est de dériver avec son radeau aussi, c'est assez... Bah, moi, c'est des films qui me touchent, hein, c'est des personnages qui me touchent et qui m'embarquent avec eux dans des histoires. Voilà, j'aime ça. Donc oui, c'est les films d'Herzog, j'adore. Les documentaires d'Herzog, j'adore. Quand vous voyez Grizzly Man, c'est un documentaire extraordinaire. Donc voilà, c'est des choses qui, moi, me touchent. C'est ce qui vous a nourri en tant que cinéaste ou il y a, je sais pas... moi, les films, oui. Des gens comme ça. Besson, on en reparlera. Non, ouais, non, c'est différent. Mais disons que moi, ce qui m'a... C'est vrai que les films... Par exemple, oui, qui ont fait un très beau film apparemment, que je n'ai pas encore vu, mais je vais voir avec plaisir. Il y a un peu de la même chose. Ils sont très poétiques dans leur cinéma. Ouais. Il y a beaucoup de poésie. Moi, j'aime beaucoup leur poésie. Et ils sont assez rares. Elle est trash, mais elle est poétique quand même. Et du coup, ils peuvent tout dire et tout montrer. Moi, j'aime beaucoup leur univers. Ouais, comme vous le disiez, elle est plus Rimbaud. Oui, elle est plus rimbaldienne, peut-être. Oui, puis suicidaire un peu quand même. Donc Rimbaud, c'est un peu ça aussi quand même, cette histoire de jambes. Il se prenait aussi pour un explorateur, Rimbaud. Il disait qu'il était explorateur, il est parti en Afrique. Exactement. Mais non, c'est vrai que moi, les films d'Herzog, les films de John Borman, la Mission de Roland Joffé, c'est des films qui m'ont marqué gamin. Après, il y a d'autres films. Dernièrement, j'aime beaucoup le cinéma de Darren Aronofsky. Je trouve que Requiem for a Dream, c'est un chef-d'œuvre. Il y a plein de films qui m'ont marqué aussi. Je trouve qu'Inarritu est un grand metteur en scène. Birdman, j'ai beaucoup adoré j'ai adoré Birdman. Il y a aussi des jeunes réalisateurs qui m'ont touché dans leur façon. Mais ça reste toujours des films sur l'humain, quand j'y pense. Sur cette transcendance de l'humain, sur cette dimension humaine. C'est ça qui m'intéresse dans le cinéma. Voilà. Et quand je cite tous ces réalisateurs qui ont 30, 40, 50 ans d'écart, c'est ça. Et puis je pourrais citer, pour moi, les chefs-d'œuvre de Vittorio De Sica, Il Ladri di Bicicletta, Le voleur de bicyclette ou Sciuscia, c'est des chefs-d'œuvre pour moi. Tout ce cinéma du néoréalisme italien, j'adore. Eisenstein, j'adore. Voilà. Mais il y a différentes époques, mais c'est toujours sur l'humain. Ozu, des gens comme ça. Ozu, j'aime beaucoup aussi. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que je suis plus cinéma italien néoréaliste. Je trouve qu'il y a une part de l'humain et il y a une concentration d'émotions qui me touche énormément. Voilà. Quand le gamin dans Le voleur de bicyclette prend la main de son père et qui a la foule en face et qui lui prend la main, on pourrait penser à cette histoire de beau-frère entre ce père et son fils et ce sabre. Il y a cette passation de pouvoir où c'est le gamin qui tout à coup va devenir le responsable de la famille et qui devient plus haut que son père. Et qui porte l'histoire du père et qui porte la culpabilité du père. C'est lui qui l'encaisse aux yeux des étrangers, aux yeux de la ville, aux yeux des gens, de la population. Je trouve ce moment et ce gamin d'une force, voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Et alors pour terminer le travail avec Stanley, quand vous avez découpé fait le scénario à deux, est-ce déjà il imaginait, s'attendait à la performance qu'il allait devoir faire? Je pense pas. Je pense que c'est venu en même temps qu'on écrivait. Et c'est comme je le disais et je le dis souvent, au moment où on écrivait, on n'était vraiment pas sûr de faire le film. Quand on écrivait, on était comme deux gamins en train de se dire on va faire ce film, ça va être génial. Et au fond, il y a très peu de chances qu'on y arrive. Un jeune acteur avec un rôle immense sur les épaules, un jeune réalisateur, un film en Amazonie en forêt primaire, on a toutes les chances de ne pas le faire. Mais vraiment toutes les chances de ne pas le faire. Donc quand on écrivait, moi j'avais dit à Stagni au début, on ne pense pas à la concrétisation et à la faisabilité du film, on écrit. On verra. Donc on ne s'est pas censuré du tout, jamais. On a écrit. Voilà. Sauf sur la scène de fin, sur le fleuve, où comme il n'aime pas beaucoup l'eau,
j'ai dû le convaincre qu'on la ferait et qu'il m'a dit de toute façon on fera pas le film. Mais il m'a donné sa parole de le faire si jamais on le faisait. Voilà. Donc, mais sinon, non, on s'est pas censuré du tout. Parce que quand on regarde dans les acteurs français, peu leur est fait. Peu leur a accepté de maigrir. Dans les acteurs américains, là, on en trouve plein, de Niro. Oui, mais je pense que c'est leur habitude. C'est vrai. Après, c'est pas l'école française. C'est une culture d'implication qui n'est pas la même qu'en France. Je pense qu'il y a des acteurs français, heureusement, il y a des acteurs français aujourd'hui qui savent se transformer. On en a de plus en plus dans notre génération. Quelqu'un comme Dupontel est quelqu'un qui physiquement va très loin. Cassel le fait autrement, Magimel le fait autrement, Denis Ménochet le fait. C'est des gens qui ont du caractère aussi et qui le font et qui prennent ça aussi très au sérieux avec beaucoup d'implication. Après, je pense que pour ce rôle-là, étant donné qu'on allait être avec un personnage qui a existé, une histoire vraie, j'ai jamais imaginé, déjà on a écrit ensemble, on a porté le film ensemble, mais à aucun moment j'ai pu imaginer la tête de quelqu'un de connu sur ce film, sur ce personnage. Il me fallait quelqu'un de neuf. Il me fallait vraiment quelqu'un de neuf pour porter le film, avec tous les inconvénients que ça pose en production. Hein. Mais quelqu'un de connu, ça pose d'autres inconvénients. Oui, ou alors après il y a des gens connus qui ont la même implication, qui peuvent se dire si j'accepte ce film, j'y vais à fond et puis je vais faire le boulot qu'il faut. Heureusement, il y en a. Après, c'est sûr que j'avais pas l'amitié que j'avais avec Stani pour demander ça à un comédien que je connaissais pas encore. Là, je savais que lui, il allait être impliqué à 200% et que j'aurais pas besoin de le rappeler à l'ordre, de lui savoir s'il avait maigri de 4 kilos. Je savais qu'il faisait le boulot sans moi, sans aucun problème. Et qu'il était autant investi que moi sur ce projet. Donc, je savais qu'on avait une confiance mutuelle sur les choses. Donc ça m'a permis, moi, vraiment de me centrer sur l'équipe, sur le film, sur la mise en scène, sur la narration, sur l'équipe technique et les comédiens, de pouvoir m'occuper d'eux, parce que je savais que lui, de toute façon, j'avais pas à m'occuper de lui, je savais qu'il ferait son boulot jusqu'au bout des ongles. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des moments d'improvisation, c'est-à-dire des moments où vous le laissez partir, où lui vous fait des propositions? Oui, on a fait des choses, mais c'était plus je l'ai plus laissé travailler parce que je savais que c'était compliqué d'être tout le temps dans cette situation-là de souffrance. Il avait 2h30 de maquillage tous les matins, donc je lui laissais du temps. On s'était dit ça, j'avais expliqué ça à l'équipe technique, je lui laissais le temps d'être dans son personnage tous les jours, qu'il entre en lui. Je préfère dire qu'il entre en lui qu'entre en lui. Pour moi, c'est le personnage qui entre en soi, c'est pas l'inverse. Et je laissais le temps de ça, de cette maturation et de ce moment-là. Et du coup, je disais moteur que quand je sentais qu'il était vraiment imprégné et qu'il fallait y aller. Mais je pouvais attendre longtemps. Et les techniciens ne comprenaient pas toujours, mais je leur ai expliqué après. Et je savais que, de toute façon, pour que le film marche, il fallait qu'on croie à son personnage. Si on ne pouvait pas croire à son personnage, on ne croirait jamais au film. Donc, c'était la condition sine qua non. Chaque jour, il fallait qu'il soit performant et que son personnage soit entré en lui. Voilà. Donc, tant qu'on ne l'avait pas, on ne tournait pas.